Je dois avertir le lecteur qu'en évaluant la monnaie romaine par notre monnaie de compte, je n'ai pas suivi le calcul de Budé, quoique ce calcul fût juste lorsque ce savant homme le fit. Mais le même marque d'argent, qui ne valait pas 12 francs, monnaie de compte, quand Budé écrivait, valait 60 francs au coin qui avait cours quand cette dernière évaluation a été faite. C'est à quoi ceux qui traduisent ou qui commentent les auteurs anciens doivent avoir égard, aussi bien qu'à évaluer la somme dont parle leur auteur, métal par métal, parce que la proportion entre l'or et l'argent n'est plus la même, à beaucoup près qu'elle était du temps de la République romaine. 10 onces d'argent fin payaient alors une once d'or fin, et pour payer aujourd'hui en France une once d'or fin, il faut donner près de 15 onces d'argent fin. Il y a même plusieurs États en Europe où l'or est encore plus cher. Enfin, il me paraît raisonnable de juger du progrès qu'une certaine nation pouvait avoir fait dans les arts qui ne laissent point de monument durable sur lequel on puisse asseoir une décision solide. Par le progrès que cette même nation avait fait dans ses arts qui laissent de tels monuments. Or, les monuments de la poésie, de l'art oratoire, de la peinture, de la sculpture et de l'architecture des anciens, qui nous sont demeurés, font connaître que les anciens étaient très habiles dans tous ces arts et qui les avaient portés à une grande perfection. Puisqu'il nous en faut tenir aux préjugés sur leur habileté dans l'art des représentations théâtrales, ce préjugé ne doit-il point être qu'ils y réussiraient et que nous donnerions à ces représentations, si nous les voyons, les mêmes louanges que nous donnons à leurs bâtiments, à leurs statues et à leurs écrits. Ne pouvons-nous pas même tirer de l'excellence des poèmes des anciens un préjugé sur le mérite de leurs acteurs? Ne savons-nous pas encore par les conjectures les plus certaines que ces acteurs devaient être excellents? La plupart étaient nés dans la condition d'esclaves et soumis par conséquent dès l'enfance à faire un apprentissage aussi long et aussi rigoureux que leur patron le jugeait à propos. Ils étaient encore assurés de devenir un jour libres, opulents et considérés s'ils se rendaient habiles. En Grèce, les comédiens illustres étaient réputés des personnages, et l'on y a vu même des ambassadeurs et des ministres d'État tirés de cette profession. Quoique les lois romaines eussent exclu la plupart des gens de théâtre de l'état de citoyens, on avait néanmoins à Rome beaucoup de considération pour eux, et nous en citerons tantôt de bonnes preuves. Ils y faisaient impunément les importants, du moins autant que les eunuques qui chantent aujourd'hui en Italie. Nous savons par des faits que l'apprentissage des gens de théâtre, qu'on choisissait apparemment avec de la disposition à réussir, était un apprentissage très long. Suivant le récit de Cicéron, ceux qui jouaient des tragédies s'exerçaient des années entières avant que de monter sur le théâtre. Ils faisaient même une partie de leur apprentissage en déclamant assis, afin qu'ils y trouvassent ensuite plus de facilité à déclamer sur le théâtre où ils parlaient debout. Quand on est accoutumé une fois à faire une chose plus difficile que les fonctions ordinaires de son emploi, on en remplit mieux et de meilleure grâce ses fonctions. Or, la poitrine se trouve plus à son aise dans un homme qui est debout que dans un homme assis. Voilà pourquoi on l'on exerçait alors les gladiateurs avec des armes plus pesantes que les armes avec lesquelles ils devaient combattre. L'exercice doit être en effet plus difficile, afin que l'on trouve plus accessible le but de l'exercice même. Il faut que les travaux auxquels on nous assujettit pour nous faire faire un apprentissage soient plus difficiles que le travail dont on veut nous rendre capables, dit Sénèque le père. Les grands acteurs n'auraient pas voulu prononcer un mot le matin avant que d'avoir, pour s'exprimer ainsi, développé méthodiquement leur voix en le faisant sortir peu à peu, en lui donnant les sorts comme par degrés, afin de ne pas offenser ses organes en les déployant précipitamment et avec violence. Ils observaient même de se tenir couchés durant cet exercice. Après avoir joué, ils s'asseyaient, et dans cette posture, ils repliaient pour ainsi dire les organes de leur voix en respirant sur le ton le plus haut, où ils fussent montés en déclamant, et en respirant ensuite successivement sur tous les autres tons, jusqu'à ce qu'ils fussent enfin parvenus au ton le plus bas, où ils fussent descendus. Quelque avantage que l'éloquence procura à Rome, quelque lustre qu'une belle voix donne à l'éloquence, Cicéron ne veut pas qu'un orateur se rende esclave de sa voix, ainsi que le faisaient ses comédiens. Personne épris d'éloquence ne sera, si l'on m'en croit, esclave de sa voix, à la manière des tragédiens,
grecs qui pendant de nombreuses années font assis de fréquents exercices de parole et qui, chaque jour avant de déclamer en public, poussent graduellement leur voix vers le haut, tout en étant couchés, et qui, lorsqu'ils l'ont lancée, la ramènent du ton le plus aigu jusqu'au ton le plus grave. Il paraît néanmoins que peu de temps après la mort de Cicéron, lequel Sénèque le père avait pu voir, à ce qu'il dit lui-même, les orateurs romains mettaient en usage pour conserver leur voix les pratiques les plus superstitieuses des acteurs. Sénèque écrit donc comme une chose rare en parlant de Porcius Latro, un orateur son compatriote, son ami et son camarade d'études, que ce Porcius, qui avait été élevé en Espagne et qui était accoutumé à la vie sobre et laborieuse, qu'on menait encore dans les provinces, ne faisait aucun remède pour conserver sa voix, qu'il n'observait pas la pratique de la déployer méthodiquement, depuis le ton le plus haut jusqu'au plus bas, et de la replier de même. Il ne faisait rien pour sa voix, il ne la déployait pas méthodiquement depuis le ton le plus bas jusqu'au plus haut, il ne redescendait pas par intervalles égaux du registre le plus élevé, il ne dissipait pas sa sueur par une friction. Perse, lorsqu'il parle de ceux qui se disposent à haranguer ou à réciter quelque chose en public, met au nombre des précautions qu'ils prennent celle de se laver la gorge avec quelque composition faite exprès, quelque chose de grandiose destiné à être exhalé par un poumon prodigue de son souffle. Évidemment, tu liras cela au public bien peigné en toge neuve quand tu auras gargarisé ton gosier agile de modulation coulante. Aristote avait dit la même chose que Cicéron sur les soins que les acteurs et ceux qui chantaient dans les chœurs apportaient pour conserver leur voix. Apulée nous apprend encore que les acteurs de tragédie déclamaient tous les jours quelque chose, afin que leurs organes ne s'enrouillassent pas, pour ainsi dire. La perte d'une habitude engendre pour tous la paresse. La paresse, la torpeur, à plus forte raison si les acteurs tragiques ne déclament pas à voix forte chaque jour, la clarté de leur gorge s'affaiblit. Donc ils purifient leur engrouement en criant continuellement. Les écrits des anciens sont remplis de faits qui prouvent que leur attention sur tout ce qui pouvait servir à fortifier ou bien à embellir la voix allait jusqu'à la superstition. On peut voir dans le 3e chapitre du 11e livre de Quintilien que par rapport à tout genre d'éloquence, les anciens avaient fait de profondes réflexions sur la nature de la voix humaine et sur toutes les pratiques propres à la fortifier en l'exerçant. L'art d'enseigner à fortifier et aménager sa voix devient même une profession particulière. Pline indique dans différents endroits de son histoire une vingtaine de plantes, de spécifiques ou de recettes propres à fortifier la voix. Ce soin faisait une partie des occupations sérieuses de toutes les personnes qui parlaient ou qui récitaient en public. Je ne citerai ici que Néron, cet homme de théâtre à qui les dieux trouvèrent bon de donner le monde à gouverner. Pline rapporte que ce prince fut l'auteur d'une nouvelle méthode pour se fortifier la voix. Elle consistait à déclamer de toute sa force en portant une lampe de plomb sur la poitrine. Néron, puisqu'ainsi le prince applut aux dieux, après avoir imposé à sa poitrine le poids d'une plaque, démontra la raison de cela en déclamant des vers sous ce poids pour fortifier la voix. Suétone ajoute même quelques particularités assez curieuses au récit de Pline. Après avoir parlé du régime dont on usait et des remèdes dont on se servait pour avoir la voix plus belle, il raconte que Néron, après qu'il fut de retour de son voyage de la Grèce, avait tant d'attention à sa voix qu'il faisait beaucoup de remèdes, afin de la conserver, et que pour l'épargner, il ne voulut plus, lorsqu'il faisait une revue des troupes, appeler suivant l'usage des Romains chaque soldat par son nom. Il les faisait appeler par ce domestique que les Romains tenaient auprès de leur personne, pour parler pour eux dans les occasions où il fallait parler haut, afin de se faire entendre. Et sans négliger aucune des précautions que les artistes de ce genre ont coutume de prendre pour conserver ou amplifier leur voix, il allait même jusqu'à supporter sur sa poitrine une feuille de plomb, en se tenant couché sur le dos, à prendre lavement et vomitif pour se dégager le corps, à s'abstenir des mets et des fruits nuisibles à son organe. Et depuis lors, il fut si loin d'abandonner cet art, ou même de la négliger, que pour conserver sa voix, il n'adressa plus de harangue à ses soldats, sinon par la bouche d'un autre. De tout temps, un peu de vision fut l'apanage des gens de théâtre.
mais les visions même de Néron et de ses pareils montrent en quelle considération tous les arts où la beauté de la voix et d'un grand avantage se trouvaient dans ces temps-là. Des pantomimes ou des acteurs qui jouaient sans parler. Les anciens, non contents d'avoir réduit la musique hypocritique ou l'art du geste en méthode, l'avaient tellement perfectionné qu'il se trouva des comédiens qui osèrent entreprendre de jouer toutes sortes de pièces de théâtre sans rien prononcer. Ce furent les pantomimes qui exprimaient tout ce qu'ils voulaient dire avec les gestes qu'enseignait l'art de la saltation. Est-ce une raison pour Vénus de s'apaiser, dit Arnobe dans son ouvrage contre les superstitions des païens, qu'un pantomime ait représenté Adonis en se servant des gestes qu'enseigne l'art de la danse. Vénus effacera-t-elle l'offense si elle voit sous l'apparence d'Adonis un pantomime faire des gestes selon les mouvements de la danse? C'était donc sans parler que les pantomimes se faisaient entendre communément. La plupart du temps, les histrions exposent et font voir des pièces au théâtre en dansant sans parole. Les histrions nous exposent et nous font entendre une fable ordinairement sans parler. En effet, il semble, en lisant Lucien, qu'on chantait quelquefois le sujet que le pantomime exécutait, mais il est aussi constant par plusieurs passages, que je citerai plus bas, que le pantomime représentait souvent, sans que personne chantât ou prononçât, les vers des scènes qu'il déclamait en son jeu muet. Le nom de pantomime, qui signifie imitateur de tout, était donné à cette espèce de comédien apparemment parce qu'il l'imitait et parce qu'il expliquait toutes sortes de sujets avec leurs gestes. Nous allons voir que non seulement le pantomime représentait quelquefois un personnage, comme le faisaient les autres comédiens, mais qu'il peignait quelquefois, qu'il décrivait avec son geste l'action de plusieurs personnages. Par exemple, si quelquefois on partageait entre deux pantomimes la scène de Mercure et de Sosie dans la comédie d'Amphitryon, si quelquefois un acteur y jouait le rôle de Sosie et un autre acteur le rôle de Mercure, quelquefois aussi le même acteur jouait les deux rôles, en faisant alternativement le personnage de Mercure et le personnage de Sosie. Nous avons dit ci-dessus que l'art du geste était composé de gestes naturels et de gestes d'institution. On peut bien croire que les pantomimes se servaient les uns et des autres, ceux qui n'avaient pas encore trop de moyens pour se faire entendre. Aussi, comme le dit saint Augustin, tous les mouvements d'un pantomime signifient quelque chose. Tous ces gestes étaient des phrases, pour ainsi dire, mais seulement pour ceux qui en avaient la clé. Les histrions, par le jeu de tous les membres, donnent certains signes aux connaisseurs et parlent à leurs yeux. Comme les pantomimes employaient plusieurs gestes d'institution dont la signification était arbitraire, il fallait du moins être habitué à les entendre pour ne rien perdre de tout ce qu'ils voulaient dire. En effet, saint Augustin nous apprend dans le même livre, qui vient d'être cité, que lorsque les pantomimes eurent commencé à jouer sur le théâtre de Carthage, il fallut durant longtemps que le crieur public instruisit le peuple à haute voix du sujet qu'ils allaient représenter avec leur jeu muet. Même encore aujourd'hui, ajoute ce père, il y a des vieillards qui se souviennent, à ce qu'ils m'ont dit, d'avoir vu pratiquer cet usage. D'ailleurs, nous voyons que ceux qui ne sont pas initiés au mystère de ces spectacles n'entendent guère ce que les pantomimes veulent dire, à moins que celui auprès de qui ils sont placés ne leur explique. Dans les premiers temps, lorsqu'un pantomime dansait, un crieur public annonçait aux populations de Carthage ce que le danseur voulait exprimer. Et beaucoup de vieillards, grâce au récit de qui nous entendons habituellement parler de ces faits, se souviennent encore de ce détail. Or, nous devons les croire parce que maintenant encore, si quelqu'un au théâtre, sans être initié à de pareilles puérilités, c'est en vain qu'il prête son attention s'il n'apprend pas d'un autre les significations des gestes des acteurs. Mais l'usage apprenait à entendre le langage muet des pantomimes à ceux qui ne l'avaient pas étudié par méthode à peu près comme il apprend la signification de tous les mots d'une langue étrangère dont on sait déjà plusieurs termes, quand on vit au milieu d'un peuple qui parle cette langue-là. Le mot qu'on sait fait deviner le mot qu'on sait fait deviner le mot qu'on ne sait pas, et celui-là fait à son tour deviner un autre mot. Quand on avait une fois l'intelligence de ce langage, les gestes qu'on connaissait faisaient deviner les nouveaux gestes que les pantomimes inventaient, suivant les apparences, de temps en temps, et ces gestes servaient dans la suite pour en deviner encore de plus nouveaux.
Le poème de Sidoine Apollinaire, qui a pour titre Narbonne et qui est adressé à Consensus, citoyen de cette ville-là, fait foi que plusieurs pantomimes jouaient leurs pièces sans prononcer un seul mot. Sidoine y dit à son ami: lorsqu'après avoir terminé vos affaires, vous allez vous délasser au théâtre, tous les comédiens tremblaient devant vous. Il semblait qu'ils dussent jouer devant Apollon et les 9 muses. Vous étiez d'abord au fait de ce que Caramalus et Fabaton représentaient sans prononcer une parole, en se faisant entendre par un geste parlant, pour ainsi dire, et en exprimant tantôt d'un signe de tête, tantôt de la main et tantôt par un autre mouvement du corps. Vous saviez d'abord si c'était Jason, Thyeste ou quelque autre personnage qu'il voulait représenter. Ce Caramalus et ce Fabaton étaient, comme nous l'apprend le père Sirmon dans ses notes sur Sidoine, 2 pantomimes illustres et dont il est fait mention dans les lettres d'Aristenéte et dans Léoncius le scolastique. Le commentateur de Sidoine rapporte même à ce sujet l'épigramme ancienne qu'on va lire et dont on ne connaît point l'auteur. Cet homme a autant de langues que de membres, c'est un art étonnant qui fait parler les articulations sans qu'il ait besoin d'ouvrir la bouche. Tous les membres du corps d'un pantomime sont autant de langues à l'aide desquelles il parle sans ouvrir la bouche.